Les amis, avant de démarrer cette vidéo, je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? Je pense que vous commencez maintenant à connaître. C'est un site internet qui permet de faire des rapports sur des véhicules. C'est très pratique sur des véhicules d'occasion. Ça va permettre de pouvoir vérifier plusieurs points, notamment l'accidentologie du véhicule, également les papiers, mais aussi beaucoup les compteurs trafiqués, les baisses de kilométrage par exemple. Je vous mets tout de suite le rapport d'un petit véhicule qui malheureusement, lui, a eu quelques dégâts. Donc là on se retrouve directement sur un rapport d'un BMW X6. Immédiatement on va voir que y a eu un problème d'accidentologie. Mais en tout cas on voit que quand on arrive sur les photos, on a quelques photos des accidents et on voit que ça a tapé vraiment dur, notamment sur la face avant. On voit que la voiture est totalement détruite. Il y a également le côté, il y a les airbags qui ont pu se déclencher. Bref, on a également le kilométrage, on voit tout l'intérieur du véhicule. Au niveau du kilométrage, on voit que lui n'a pas eu de soucis. Ensuite, on peut voir qu'il y a eu deux accidents en 2017 et en 2023, donc ça c'est important aussi. On n'a pas plus d'informations sur ce rapport-là, notamment sur le coût de réparation à chaque fois, mais clairement on voit qu'il a été sacrément endommagé. Et même pire que ça, il a été déclaré salvage, donc l'équivalent de salvage en France, ça veut dire épave. Donc les amis, je vous rappelle, vous avez 20% avec le code GLB, je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et nous on continue la petite vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir, on va parler du moteur THP. Donc c'est parti, on démarre tout de suite sur cette petite vidéo du 1,4 litre et du 1,6 litre THP. Aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, le moteur THP, à peu près aussi chaud quand on en parle que le moteur PureTech. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur THP est décliné en deux versions, le 1,4 litre et le 1,6 litre. Il a été développé en étroite collaboration entre PSA et BMW. Donc on peut dire que c'est un moteur PSA, mais c'est aussi un moteur BMW. Donc on va le retrouver dans beaucoup de voitures de ces deux constructeurs automobiles. Donc ce moteur THP, on va le retrouver chez Peugeot, on va le retrouver chez Citroën, on va le retrouver chez DS, on va le retrouver chez Mini et on va le retrouver bien évidemment chez BMW. Donc c'est un moteur qui a équipé 5 constructeurs automobiles. Alors pourquoi THP? Alors c'est les initiales en anglais, mais en français ça veut tout simplement dire turbo haute pression. Pourquoi? Parce que c'est un modèle équipé d'un turbo et c'est un modèle équipé d'une injection de carburant haute pression. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce moteur-là, il a été décliné en deux versions. Donc on a une version qui n'est pas vraiment le THP, mais c'est le même bloc, qui est atmosphérique, qui aura les mêmes problèmes que le THP. C'est la version EP, donc le code moteur c'est EP. Et ce moteur-là a été décliné en version atmosphérique de 95 chevaux à 130 chevaux. La version THP, donc avec le moteur turbo compressé, où là on va de 125 à 270 chevaux. Donc vous voyez quand même la plage d'utilisation de ce moteur là est quand même assez grande finalement. On va d'un petit peu plus de 90 chevaux jusqu'à 270 chevaux. Donc finalement c'est un moteur qui peut presque paraître fiable et bonne de conception, mais vous allez voir que c'en est un petit peu tout autre. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à la base ce moteur 1,4 litre, 1,6 litre THP, dans la presse, il avait vraiment fait fureur parce que c'était un moteur de petite cylindrée et qui sortait un très bon rendement. Donc on avait vraiment de la puissance, on avait du couple et surtout qui consommait très peu par rapport à ses concurrents. Donc c'était vraiment une innovation en termes de mécanique et c'était vraiment un moteur qui était voué à une belle histoire. Mais malheureusement quelques erreurs de conception du moteur et surtout beaucoup d'accessoires de piètre qualité ont fait tout l'inverse à ce moteur là. Ce moteur là il a été lancé en 2006. Alors maintenant, pourquoi depuis 2006 on entend tant parler du moteur THP? Dans cette vidéo, comme à chaque vidéo, je vais vous expliquer les différents problèmes de ce moteur et on va ensuite évoquer les raisons. Donc qu'est-ce qui engendre ce problème là? Et bien évidemment, si on peut ajouter des solutions, et ben on le fera. Donc c'est parti, on va parler du fameux problème de chaîne de distribution qui est presque le problème le plus récurrent sur ce moteur là. Pour comprendre, déjà je vais vous faire un schéma. Donc une vue de coupe de la distribution. Alors qu'on soit sur une chaîne ou une courroie, une distribution ça reste une distribution. L'objectif c'est de tout simplement synchroniser les éléments hauts du moteur, donc les arbres à cam qui gèrent l'ouverture des soupapes, avec les éléments bas du moteur, donc le vilebrequin qui lui gère les bielles et les pistons. Une distribution, je vous fais un schéma, on a deux poulies sur notre haut moteur, donc sur notre culasse, qui vont gérer nos arbres à cam. Ensuite sur le reste du bloc moteur, le bas moteur. Ici on va avoir, donc là on n'est pas sur une courroie, je rappelle, on est sur une chaîne de distribution. Et une chaîne de distribution va avoir tout simplement un système de tension.
Sur une courroie, on va avoir un galet qui va permettre de tendre la distribution. Pourquoi? Parce que sur une chaîne ou sur une courroie, on a des poulies qui sont ce qu'on appelle crantées ou dentées. Donc si on a une courroie, on a une poulie qui va être crantée. Si on a une chaîne, on va avoir une poulie qui est dentée. Là, en l'occurrence, on est sur une chaîne, donc on a des dents. Pour maintenir plaqué notre chaîne ou notre courroie sur nos poulies, une chaîne ou une courroie de distribution, on a interdiction de la faire patiner. Sinon, on va la dérégler, on va désynchroniser notre haut moteur et notre bas moteur, et ça va tout simplement détruire le moteur. Donc pour éviter une désynchronisation, un dérèglement pour parler simplement, eh ben, on utilise des courroies crantées ou des chaînes, comme un pignon de vélo. Pourquoi? Ça va tout simplement permettre d'éviter le patinage et donc le dérèglement. Pour éviter cela, sur une courroie crantée ou dentée, il va falloir maintenir une certaine tension. Sinon, votre courroie ou votre chaîne peut battre, et comme une chaîne de vélo, quand vous déraillez, c'est exactement ce phénomène-là qui se produit. La chaîne est trop détendue, elle saute et ça déraille. Et ben, on va dire que pour éviter que votre moteur déraille et entraîne une casse, et ben, on va maintenir une tension. Sur une courroie, vous allez avoir un système de galet. Pourquoi? Parce qu'une courroie, c'est du caoutchouc et donc on n'a pas le droit à la friction. Sur une chaîne, on va avoir un système de tendeur. Donc ici, on va avoir un patin, voilà, qui va être comme ça. Et le patin va être poussé tout simplement de manière hydraulique par un espèce de piston. Pour être très simple, c'est ce qu'on appellera un tendeur de chaîne. Et ce tendeur-là va permettre de tendre la chaîne et d'éviter tout simplement que la chaîne puisse sauter des dents et donc se dérégler. Et bien, qu'est-ce qui se passe sur notre moteur THP? Il y a un défaut de conception du tendeur. Et donc, qu'est-ce qui vient se passer? Et bien, votre chaîne va tout simplement être mal tendue. On va avoir d'abord plusieurs phénomènes. Premier phénomène, un bruit. C'est-à-dire que la chaîne, quand elle va se mettre à battre, ça va faire du bruit côté distribution du véhicule. Deuxièmement, cette souplesse dans la chaîne va battre et va accentuer l'usure du patin de tendeur. Donc en fait, c'est un problème en cascade. Ça commence à battre parce que le tendeur est défaillant. Donc du coup, le battement va venir user le patin. Donc on va augmenter ce battement. Ce battement va venir allonger la chaîne. Donc la chaîne va s'agrandir. Alors attention, elle ne va pas doubler de volume bien évidemment, mais elle va quand même s'agrandir. Si on agrandit la chaîne, on vient tout simplement décaler, dérégler naturellement la synchronisation entre le haut et le bas moteur. Et donc on a un moteur qui tient mal le ralenti, qui va avoir tendance à claquer, on risque d'avoir des voyants moteurs. Et puis après, la continuité, à force de se détendre, de se détendre, de se détendre, elle finit tout simplement par casser cette chaîne. Et quand elle casse, et là c'est salade de soupape, puisque les pistons via le vilebrequin ne sont plus synchronisés avec les soupapes, et on va venir tout simplement faire une rencontre des soupapes et des pistons. C'est la destruction totale de votre moteur. Donc très important de comprendre et de maîtriser ce problème-là. Donc faire contrôler régulièrement la tension de sa chaîne sur un moteur THP est loin d'être quelque chose de débile. Il est très important, ils ont même développé un outil qui permet de mesurer, donc qui s'insère ici, et qui permet de mesurer entre le carter moteur et la courroie la longueur. Et en fonction de cette longueur-là, on va savoir déjà si la chaîne est détendue ou pas. Donc s'il va falloir changer la chaîne ou pas. Et on va venir remplacer le tendeur en préventif pour tout simplement être sûr que ce ne soit pas abîmé. Donc ça, c'est un contrôle qui se fait régulièrement. Autre problème, on a aussi un problème de lubrification de cette chaîne. Parce qu'à l'inverse, une courroie fonctionne à sec, sans huile. À l'inverse, une chaîne, comme une chaîne de vélo, une chaîne de moto, ça se lubrifie. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une friction métal-métal. Donc la chaîne va venir rentrer en friction sur les dents des différentes poulies. Et donc là, pour éviter une usure et un cisaillement de la chaîne, on a besoin que la chaîne soit lubrifiée. Généralement, sur des moteurs à chaîne, la chaîne est lubrifiée par barbotement. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle arrive dans le carter d'huile, elle va se gorger d'huile et elle va venir tout lubrifier. Et bien là, on a un défaut de lubrification, bien souvent généré par un manque d'huile, on va évoquer ça après, qui entraînera une usure prématurée de la chaîne, pouvant également entraîner une rupture de la chaîne. Alors ces problèmes-là sembleraient équiper les moteurs THP avant 2013. Après 2013, techniquement, ils auraient réparé ce problème de tendeur de chaîne et donc du coup résolu ce problème de casse. Deuxième gros problème de ce moteur-là, on va parler de la consommation anormale d'huile.
Et oui, et vous avez vu, je vous l'ai expliqué juste avant, vérifiez souvent votre niveau parce que la consommation anormale d'huile, c'est un gros problème du moteur THP qui peut du coup casser votre distribution. Maintenant, on va faire un schéma d'un moteur, mais cette fois-ci pas de la distribution, mais un plan de coupe du moteur. Donc on a toujours notre niveau d'huile ici, on a toujours notre vilebrequin. Voilà. Donc là, on va avoir notre piston. On va faire nos 3 segments comme à chaque fois. Donc pour rappel, segment coupe-feu qui va venir couper la flamme de l'explosion. Segment de compression qui lui va avoir un rôle de maintenir une compression dans la chambre de combustion. Et segment racleur d'huile qui lui va tout simplement avoir un rôle de venir nettoyer l'huile sur les parois du cylindre. Et bah pourquoi on a une consommation excessive d'huile sur ce moteur là? C'est parce qu'il y a un défaut de conception sur les segments ici. Et donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez une lubrification interne à votre moteur qui va venir balancer de l'huile sur les parois ici. Pour que quand votre piston monte et descende dans la chemise, bah on n'ait pas de contact métal-métal entre vos segments, le piston et la chemise, mais bien un film d'huile qui va venir lubrifier tout ça. Étant donné qu'on a un défaut de conception dans les segments, qu'est-ce qui se passe? Et bah de l'huile va rester sur la paroi ici. Donc imaginez qu'ici vous avez de l'huile qui a mal été retirée par les segments. Et tout simplement, bah, elle va rentrer en combustion lors de l'explosion du mélange. Donc à chaque fois que votre piston fait un tour, et ben, on va brûler un peu d'huile. Et vu que vous avez 4 cylindres et donc 4 pistons, et ben, vous allez brûler beaucoup d'huile. Et ça va également avoir un effet de problème en cascade. Donc le premier, c'est que suite à un défaut de conception des segments, on entraîne une combustion de l'huile anormale et donc un niveau d'huile qui va régulièrement baisser. Il baisse tellement qu'il lubrifie mal la chaîne et qu'on peut casser la chaîne. Mais pas que, si votre niveau d'huile est trop bas, vous allez détériorer la pompe à huile, vous allez détériorer les coussinets de bielle, vous allez détériorer les arbres à câble, vous allez détériorer tout simplement toute la lubrification interne de votre moteur. Donc vous allez user prématurément tout votre moteur. Donc hyper important sur ce moteur là de contrôler tout le temps son niveau d'huile suite à ce fameux problème. Donc là, on va également pouvoir venir détériorer le turbo. Si on a un manque d'huile, on va avoir un manque de lubrification sur le turbo et donc on peut également dégrader le turbo. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes de turbo également sur ce moteur-là. Mais ce problème de consommation d'huile va engendrer divers problèmes. Ça peut également causer des fumées bleues à l'échappement, que ce soit au démarrage ou lors de fortes accélérations. Et ben c'est tout simplement dû à vos segments qui laissent passer trop d'huile. Ce problème de segment et de consommation d'huile va nous amener sur le troisième gros problème de ce moteur là. Les résidus suite à la consommation de cette huile. Cette huile là, elle va brûler. Donc elle va brûler, elle va déposer un dépôt ici. Ce dépôt là, même topo que le moteur PureTech, va rentrer en autocombustion dès qu'il va être trop présent. Et l'autocombustion c'est quoi? C'est ce qu'on appelle du cliquetis. C'est une combustion non maîtrisée dans la chambre de combustion, pouvant tout simplement casser ou détériorer le moteur. Plusieurs risques. On peut avoir l'effet trou, donc on peut venir percer le piston, dans ces cas-là, moteur mort. Et on va pouvoir avoir tendance à faire tourner le moteur à l'envers. Donc des contraintes anormales sur le piston, pouvant également casser le piston. Bref, ce genre de choses, c'est tout simplement dévastateur. Donc là, c'est ce qui va se passer dans la chambre de combustion. Maintenant, on va s'échapper un petit peu. Si les segments laissent passer de l'huile, vous imaginez bien que les segments laissent passer également de la combustion. Je vous fais un schéma très simple. Si vous comprimez à 12 bars, et bien tout simplement, vous allez avoir tendance à avoir une fuite de compression dans le bas moteur, si vos segments sont usés. Et d'ailleurs, ce problème-là que je vais vous parler touche encore plus les modèles turbo plutôt que les Atmo, ce qui est logique. Parce qu'étant donné qu'on va injecter de l'air sous pression, il va y avoir une pression plus importante qui va régner ici et donc une fuite plus importante qui va s'échapper dans le bas moteur. Alors c'est toujours normal d'avoir une petite fuite de la combustion vers notre bas moteur. C'est ce qui va rendre votre huile un petit peu noire et c'est ce qui va vous créer les vapeurs d'huile, les fameuses vapeurs d'huile qu'on connaît tous, qui vont vers le reniflard ou vers le déshuileur et qui sont ensuite réinjectées dans l'admission. Et bien le problème, je viens de vous l'expliquer, c'est que plus on va avoir de fuite ici, plus on va mettre sous pression le bas moteur, donc là où il y a l'huile, le carter d'huile, et plus on va avoir de vapeur d'huile. C'est aussi simple que ça.
La vapeur d'huile, elle est générée par la chauffe de l'huile et la pression dans le bas moteur. Donc cette vapeur d'huile, elle va où? On est obligé de la faire sortir, sinon ça ferait cocotte minute dans votre moteur. Donc du coup, elle va aller vers un système PCV, ce qu'on appellera la valve PCV ou le déshuileur. Donc on va mettre un tuyau comme ça qui va sur le carter ou généralement maintenant sur le haut moteur pour venir récupérer ces vapeurs d'huile. Ces vapeurs d'huile, on va les envoyer dans l'admission. Sur les vieux moteurs, on les rejetait dans la nature. Maintenant, avec les normes de pollution, on n'a pas le droit. On doit les rebrûler, on les renvoie dans l'admission. Le rôle de cette valve PCV, c'est de venir, via une membrane, filtrer au maximum l'air de l'huile. Donc on va avoir une quantité qui va être filtrée, qui va être réinjectée directement dans le carter d'huile. Très bien. Ce qui n'a pas réussi à être filtré va être envoyé directement dans l'admission, prêt à être brûlé dans notre culasse, ici. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux problèmes majeurs sur le moteur THP. Plus vous avez de pression qui passe, plus vous allez générer de vapeur d'huile, plus indirectement vous allez moins réussir à les filtrer, plus vous allez en envoyer dans l'admission et plus vous allez encrasser la partie qu'on va évoquer juste après. Mais je vais rester 5 minutes sur la PCV. La PCV, en plus d'en prendre plein la goule à cause de ce problème-là, elle est de mauvaise qualité sur les moteurs THP et elle a tendance à rendre l'âme. Et une PCV qui rend l'âme, qu'est-ce qui se passe? Elle envoie que très peu d'huile dans le carter. Elle n'arrive pas à filtrer correctement l'huile. Et donc elle envoie 2 fois plus d'huile dans l'admission. Donc là on a deux problèmes en cascade. Le premier causé par les segments, le deuxième causé par un problème de valve PCV défectueuse sur ce moteur là. Qu'est-ce que ça va engendrer? Ce problème là couplé à de l'injection directe, on va tout simplement engendrer une détérioration à petit feu de votre moteur. Il va falloir que je vous fasse un schéma sur la partie injection d'essence. Je vous ai fait un petit croquis pour vous expliquer ce que c'est le HP de THP, c'est haute pression. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on a un système d'injection haute pression de l'essence. Ici vous avez votre chambre de combustion, chemise, piston, segment, soupape. On a la bougie ici qui va faire l'étincelle pour la combustion. Et on a notre injecteur. Injecteur qui, dans le cas d'une injection directe, va venir injecter le carburant directement dans la chambre de combustion. Et là, c'est important de comprendre ça. Sur une injection indirecte, c'est pas direct, donc c'est pas directement dedans, c'est indirect. Le moyen de le faire de manière indirecte, c'est d'envoyer l'essence, cette fois-ci, par l'admission. Et on va la vaporiser ici. Donc l'essence sur une injection indirecte va être vaporisée par la conduite d'admission, là où se trouve la soupape. Donc elle va venir rincer la soupape d'admission avant de rentrer dans le moteur pour faire de l'explosion. Indirect parce qu'elle n'est pas mise directement dans le cylindre, direct parce qu'elle est injectée directement dans le cylindre. Pour injecter directement dans le cylindre, on a besoin de la haute pression. Quand on injecte en indirect, on a besoin de basse pression. Basse pression, c'est jusqu'à 4 bars. Haute pression, c'est supérieur à 4 bars. Ça, c'est pour vous expliquer le système d'injection. Et donc, quand on renvoie ces vapeurs d'huile ici, on va envoyer nos déchets d'huile directement ici. Voilà, j'envoie mes vapeurs d'huile. Sur une injection indirecte, vous voyez immédiatement ce qui va se passer. Mes vapeurs d'huile vont être rincées par l'essence que mon injecteur envoie. Et donc, je n'aurai jamais de dépôt sur ma soupape. Même si ma valve PCV commence à déconner. A l'inverse, si je retire mon injection indirecte et que je me mets dans le cas du THP, et là, j'ai rien qui nettoie ça. Donc, naturellement, je vais avoir un encrassement de ma queue de soupape ici. Ce qu'on appelle la coquillification de l'huile. Et le problème, c'est que quand ta valve PCV est en train de lâcher, ça va aller 2 fois plus vite. Et tu vas en avoir 2 fois plus. Et donc, tu n'as plus beaucoup de place pour laisser l'air rentrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Démarrage difficile, raté de combustion, perte de puissance, moteur qui va avoir tendance à brouter parce qu'il est étouffé. Et mauvaise combustion, usure prématurée du piston. Qui dit mauvaise combustion, on dit risque accentué de cliquetis au niveau de la suie qui se sera déposée également sur le piston. Bref, on a un deuxième élément destructeur sur ce moteur-là. Ça, malheureusement, c'est ce qui touche tous les véhicules à injection directe. Mais c'est accentué sur le moteur THP suite à une valve PCV défectueuse. Donc là, première chose à faire, si on traite les solutions, c'est
remplacer régulièrement la valve PCV, qui est une pièce qui devrait d'ailleurs pour moi être remplacée tous les 100 000 sur les véhicules essence. Faire un nettoyage de ces conduites d'admission. Alors oubliez les décarbonisations avec l'hydrogène, c'est du pipeau, ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour ça. L'hydrogène a une capacité auto-nettoyante quand elle rentre en combustion. Ici, il n'y a pas de combustion. Ici, on est dans un endroit où il n'y a que de l'air. C'est comme si je vous dis, ouvrez une bouteille de butane, balancez là-dedans, ça va nettoyer. Non, ça ne va pas nettoyer, il ne se passera rien. Ça va nettoyer uniquement vos portées ici lors de l'explosion, c'est tout. Et ça va nettoyer le piston qui est sale ici. Donc c'est très bien l'hydrogène, c'est très bien le nettoyage par hydrogène. Mais pas pour les soupapes. Vous pouvez le faire pour traiter le piston, pour traiter l'environnement chambre de combustion, mais pas pour les soupapes. J'insiste parce que je vois trop de conneries, ça ne marche pas. Vous allez perdre votre argent pour les soupapes. Pour les soupapes, il n'y a pas 50 solutions. C'est l'huile de coude ou la coquille de noix. La coquille de noix, c'est quoi? On vient démonter l'admission, on a un adaptateur qui se met dessus, on propulse de la coquille de noix avec un compresseur et on aspire. C'est comme un sablage, mais le sablage serait beaucoup trop agressif pour les porter. Que la coquille de noix étant un végétaux, et ben ça ne va pas abîmer le métal et ça va venir tout simplement retirer la coquillification de l'huile. Donc ça, c'est la première méthode de nettoyage. La deuxième méthode, je vous ai fait une vidéo sur le S6 avec, c'est des petits goupillons comme ça, des produits chimiques et de l'huile de coude. Voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Encore une fois, on a des problèmes en cascade qui sont voués à détruire à petit feu ce moteur-là. Alors, je dirais un petit peu moins rapidement que sur le moteur PureTech, mais on est quand même dans un cycle d'autodestruction. Ensuite, comme le moteur PureTech, eh ben, on a une suite d'éléments qui malheureusement vont faire que empirer les éléments que je vous ai dit juste avant. Sur ce moteur THP, on a également un problème de dimensionnement du système de refroidissement. Vous l'avez vu, il va de 125 chevaux en modèle turbo à 270 chevaux. Donc vous imaginez bien qu'on a besoin d'un système de refroidissement qui est quand même assez performant. On a deux problèmes sur le système de refroidissement. Le premier, c'est qu'on a des fuites multiples suite, encore une fois, à des pièces de piètre qualité. Une pompe à eau de piètre qualité qui était en plastique et qui s'est vue modifiée par la suite. Je n'ai pas l'année de référence, mais la pompe à eau en plastique s'est vue abandonnée pour une pompe à eau en métal de meilleure qualité. Et celle-ci durait plus longtemps, permettait un meilleur refroidissement et surtout ne fuyait pas. Donc on avait des fuites d'eau multiples sur le système de refroidissement, une pompe à eau défaillante et en plus de ça, on ajoute un système de refroidissement sous-dimensionné. Qu'est-ce qui se passe? On entraîne naturellement des surchauffes. Des surchauffes entraînent une dilatation des pièces. Une dilatation des pièces augmente l'usure de vos segments. Et là, je vous réinvite à revoir tout ce qu'on a vu juste avant. Et c'est une boucle interminable. Donc, vérifiez également si vous disposez bien de la pompe à eau en métal. Surveillez régulièrement votre liquide de refroidissement. N'hésitez pas à mettre un liquide de refroidissement de qualité. Et je pense qu'on peut relativement maîtriser ce phénomène de surchauffe moteur. Alors maintenant que je vous ai expliqué un petit peu les principaux problèmes entraînant une destruction du moteur THP, maintenant je vais vous évoquer tous les autres problèmes du moteur THP parce que la liste est grande. Le problème, mis à part ces segments et le tendeur de chaîne, le moteur c'est un moteur pas mal finalement. Il n'y avait pas grand chose. Donc le tendeur il a été résolu dans l'évolution. La segmentation, il y a toujours ce petit problème de consommation d'huile. La pompe à eau a été résolue, mais vous allez voir qu'en fait les problèmes étaient multiples. C'est pour ça que ce moteur a eu une très mauvaise réputation. On avait également des injecteurs qui étaient d'origine fragile. Et vu la quantité d'huile qui passait dans la combustion, on avait encore une fois de la suie qui se propageait directement sur notre injecteur. Et donc injecteur fragile plus encrassement, vous avez tout simplement, encore une fois, un fiasco de panne autour du système d'injection. Et tant qu'on est dans le système d'injection, on avait aussi une défaillance de la pompe haute pression. Je vous fais un petit schéma, vous avez votre réservoir d'essence ici, qu'on va appeler R, avec dedans une pompe basse pression, donc on va l'appeler PB, pompe basse pression, qui envoie vers une pompe PH qui est fixée sur le moteur de l'essence. Via la rotation du moteur, on va convertir de l'essence basse pression en essence haute pression avec la PH. Et cette essence haute pression est envoyée directement dans l'injecteur. Ok ? Cette pompe haute pression est reliée sur le moteur
Et cette pompe haute pression était tout simplement également d'une qualité médiocre et elle a tendance à lâcher. Facture à chaque fois plus de 2000 €. Donc un nouveau problème lié à ce moteur là et non pas lié aux internes du moteur mais bien à la qualité des pièces accessoires qui le composent. Autre problème sur les moteurs 125 et 150 chevaux, on avait des défaillances de la pompe à huile. La pompe à huile, c'est une pompe qui est située ici avec une crépine qui est reliée via notre vilebrequin à une poulie et qui va envoyer de l'huile dans tous les internes de votre moteur. Si cette pompe à huile est défaillante, elle va tout simplement avoir du mal à pomper l'huile, elle ne va pas envoyer assez de pression d'huile partout. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des contacts métal-métal et donc de l'usure encore accentuée, notamment au niveau de vos segments. Et là, on rembobine et on se retrouve avec tout ce que je viens de vous expliquer en début de vidéo. Tant qu'on est dans les pièces de merde, et ben on va continuer. On avait la bougie d'allumage ici qui est reliée à une bobine qui vient encapsuler comme ça notre bougie pour convertir du courant 12 volts en haute tension et faire une étincelle au bout. Et bah encore une fois, mauvais choix de pièces. Ils ont choisi une qualité médiocre de bobine et de bougie qui ont également des défauts. Et donc qu'est-ce qu'on a? On a certains modèles jusqu'à 2013, donc ces problèmes-là concernent les moteurs THP jusqu'à 2013. On a des problèmes de raté de combustion et qui sont tout simplement dus à une défaillance de la bougie ou de la bobine. Et donc des ratés de combustion, qu'est-ce qui va se passer? Et bah on va mal brûler le mélange. Si on brûle mal le mélange, on va créer de l'encrassement et rebelote. Et on continue parce que forcément ça va pas s'arrêter tout de suite. Sur les modèles jusqu'à 2009, on a également un problème de régulation de la pression de turbo. On a une petite pièce électronique qui va venir réguler la pression de suralimentation de votre moteur. Donc votre turbo, via des gaz d'échappement, va entraîner une turbine qui va permettre d'aspirer de l'air et de la comprimer pour l'envoyer directement dans votre moteur. Et dessus, on a un système de régulation de cette pression-là. Soit il peut être pneumatique, comme sur le turbo que vous voyez ici, où on va avoir un clapet de décharge, soit il peut être tout simplement électronique. Sur le moteur THP, il est électronique. Et va tout simplement, de piètre qualité également, il a tendance à causer des défaillances. Alors deux possibilités. La moins grave, c'est qu'il ne maintient plus la pression correctement dans le turbo. Dans ces cas-là, vous passez d'un moteur turbo compressé à atmosphérique, pas de dégâts, vous avez juste un problème de puissance. L'autre problème, il est moins cool, c'est que là, on ne libère plus la pression, ce qui fait qu'on ne maîtrise plus la pression contenue dans l'admission et on va envoyer beaucoup trop de pression, ce qui va être tout simplement destructeur pour le moteur. Non, encore un autre problème sur ce moteur THP, mais là, ça n'a rien à voir avec la qualité de la pièce. On a le système catalytique de la voiture qui tombe en panne souvent. Vous avez votre moteur ici, on va appeler M, et vos gaz d'échappement ils vont aller vers un catalyseur qu'on va appeler catalyseur, et après vous pouvez avoir un FAP pour gérer d'autres parties de la pollution. Donc ça, on est sur les éléments dépolluants, et après vous allez directement émettre votre fumée dehors. Ça, c'est le cycle de votre échappement. Et bien votre catalyseur, il a quoi pour but? Il a pour but de stocker des émissions polluantes. Au même titre que le FAP, il ne stocke juste pas les mêmes molécules. Et qu'est-ce qui se passe là? Votre moteur, il va avaler de l'huile à cause de la pression, de vapeur d'huile, de la valve PCV qui est défaillante. Il va avaler anormalement de l'huile. Quand vous brûlez de l'huile, qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la pollution. Vous avez de la pollution, qu'est-ce qui se passe? Vous encrassez votre catalyseur. Votre catalyseur fait que son rôle. Malheureusement, une fois que vous avez passé l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3, bah votre moteur génère tellement de pollution par la consommation de l'huile que votre catalyseur n'arrive pas à fonctionner correctement. Donc on va avoir des catalyseurs qui vont se boucher. Et là, c'est dévastateur également pour le turbo puisque ça va générer ce qu'on appelle une contre-pression ici. Et ça va faire d'énormes gaz chauds au niveau du turbo. Et on peut tout simplement détériorer la roue d'échappement ici, parce qu'il va y avoir une température vraiment très chaude ici. Et la température peut se propager aux internes du turbo et venir tout simplement abîmer les bagues de réglage et de jeu du turbo. Et donc on aura également une destruction du turbo à cause du catalyseur. Et dernier point, après je vous laisse tranquille. Sur ce moteur là,
il y a encore un sacré problème, dû encore une fois à une pièce médiocre. Le faisceau électrique du moteur. Qu'est-ce que c'est qu'un faisceau électrique? Eh bien, un faisceau électrique, c'est un groupement de câbles. C'est une grappe de... Imaginez-vous une grappe de raisin. Vous avez un tronc, vous avez une branche qui rejoint plusieurs raisins. Eh bien, un faisceau moteur, c'est exactement la même chose. Vous avez un gros câble qui arrive de l'habitacle, des unités de contrôle. Et vous avez ensuite des grappes qui partent. Donc, vous allez avoir des câbles qui vont alimenter des variocams. Vous allez avoir des grappes qui vont alimenter des capteurs de pression. Vous avez une grappe qui va aller alimenter des capteurs de température d'admission. Bref, le faisceau moteur, c'est un énorme réseau de câbles qui va venir raccorder tout ce qu'il y a dans la baie moteur. Donc que ce soit votre moteur, votre turbo, votre circuit de refroidissement, les différents capteurs, etc. C'est un seul faisceau qui va gérer tout ça. Et bien ce faisceau est tellement de piètre qualité qu'avec la chaleur générée par le moteur, les câbles vont avoir des micro-coupures et ces micro-coupures vont entraîner divers problèmes sur le moteur. L'apparition de voyants, des problèmes de démarrage, des problèmes de raté de combustion, absolument tout ce qu'on peut retrouver comme problème juste à cause de ce faisceau moteur. Et la seule solution, c'est de remplacer ce faisceau moteur. Et ça coûte de l'oseille. Finalement, sur le papier, c'était un très bon moteur, très bon rendement, énorme plage d'utilisation atmosphérique ou turbo. On passait de 96 chevaux à 270. Donc il y avait tout à gagner sur ce moteur là. On avait du couple, on avait de la puissance, tout ça grâce à l'ingénieux système de levée des soupapes variables qui était une innovation sur les moteurs grand public. C'était un très bon moteur. Seulement il y a eu des boulettes. Il y a eu une première boulette sur la partie tension de la distribution qui entraînait des casses du moteur. Et on a une défaillance majeure de la segmentation qui engendre un cycle d'autodestruction de ce moteur-là. Ensuite, on a également toute une série de problèmes liés juste à des pièces de mauvaise qualité, notamment la pompe à eau qui engendre du coup des surchauffes, des fuites. On a des PCV qui engendrent du coup un encrassement extrême de l'admission et donc une destruction également à petit feu du moteur. On a également des défaillances de qualité au niveau de la pompe à huile. On a également des défaillances de qualité au niveau de la pompe de pression essence. Bref, la liste est longue, je vous l'ai faite juste avant. Et tout ça, finalement, aurait presque pu être résolu avant la sortie de ce moteur-là. Finalement, ce moteur-là, il n'avait que deux réels problèmes de conception. C'était sa tension de chaîne et sa segmentation. Je pense qu'il n'est pas impossible de faire une version 2 de ce moteur-là en résoudant ce problème de tension, chose qui a été faite. Et je pense que c'était pas non plus insurmontable de résoudre ce problème de défaut de segmentation. Parce que finalement, si on n'avait pas ces deux problèmes-là, il nous resterait que les problèmes de pièces de mauvaise qualité. Et ça, je comprends pas qu'un fabricant, un constructeur automobile ne puisse pas avoir un cahier des charges assez rigoureux pour avoir des pièces de qualité. La majorité des problèmes de ce moteur-là sont quand même des pièces qui sont autres que des pièces internes du moteur. On parle de pièces accessoires. Le constructeur va développer un moteur, donc il va développer les internes du moteur. Par contre, le constructeur va utiliser des pièces d'équipementier pour venir mettre sur son moteur. Le tendeur, la pompe, les bobines, les bougies, les injecteurs, tout ça, c'est pas le constructeur qui les fabrique, c'est des équipementiers. Donc il y a eu pour moi un problème de cahier des charges qui n'était pas assez rigoureux ou des exigences qui n'étaient pas assez hautes pour ce moteur-là. Et finalement, c'est tout ça qui a entaché la réputation du moteur THP. Il est presque impossible de faire du préventif. On peut mesurer la tension de la chaîne, mais il va falloir souvent se rendre en garage, ça va être un gros budget. La segmentation, tu veux faire quoi? Ta segmentation, elle bouffe de l'huile. Ça va te coûter aussi cher de refaire la segmentation dans un garage que de changer le moteur. Donc, mis à part contrôler ton niveau d'huile et faire du nettoyage au niveau de l'injection, donc tu peux mettre des produits pour nettoyer tes injecteurs pour limiter ce problème au niveau des injections et faire un nettoyage manuel des conduites d'admission, et finalement, tu n'as pas grand chose de plus à faire. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller pour le nettoyage et l'entretien de votre système d'injection d'essence, vous pouvez utiliser le pétrole détox de chez Cintiq. C'est un excellent produit et en plus de ça, il va venir également nettoyer votre catalyseur et votre filtre à particules. Donc je vous mets le produit juste à l'écran, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. C'est un produit où on peut faire du préventif sur la partie carburant et sur la partie échappement. Malheureusement, pour le reste, il n'y a pas de solution. Donc mis à part être vigilant, faire un entretien rigoureux,
Contrôler régulièrement, et ça c'est hyper important, son niveau d'huile pour pas avoir de défaillance de lubrification. Et faire du préventif au niveau du circuit de carburant et d'échappement, c'est la seule chose que vous pourrez faire pour essayer de préserver votre moteur THP. Donc les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous détailler au maximum le fonctionnement, les problèmes en cascade de ce moteur-là, mais aussi les défaillances liées aux pièces qui le composent. N'hésitez pas non plus à me mettre en suggestion dans les commentaires si vous voulez que j'aborde différents thèmes le mercredi. En attendant les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner des conseils pour prendre soin de vos moteurs THP. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche et comme ça on se retrouve très prochainement. Ciao!